Ce n'est pas du transport de masse, mais il y a quand même des perspectives. Allez, on va revenir sur Terre maintenant pour prendre le train avec Jacques Chauvineau. Vous êtes président d'Objectif OFP. Donc OFP, c'est Opérateur ferroviaire de proximité. Est-ce que vous pouvez déjà nous expliquer ce que c'est que cette structure ? Oui, alors on va vraiment redescendre sur Terre par rapport à ce qui vient d'être dit, qui est passionnant. Moi, j'ai bu du petit lait en écoutant le président et le directeur expliquer que beaucoup, en matière de transport, allait se jouer dans les territoires. Alors moi, en ce qui me concerne, j'ai fait carrière à la SNCF et je suis obsédé par cette idée de redonner beaucoup plus de proximité au ferroviaire. C'est moi qui ai lancé le TER, vous l'avez rappelé rapidement. Alors les OFP, qu'est-ce que c'est ? C'est une tentative, d'abord opérateur ferroviaire de proximité, c'est une tentative de transposer, bien que ce soit très différent, la démarche TER à la démarche fret. Cette association est née en 2010. J'avais eu une mission par le ministre des Transports qui s'appelait Gilles de Robien pour réfléchir à comment on pourrait transposer la décentralisation du TER du côté du fret. Et ce n'est pas vraiment évident. Au bout de quelques années, on est arrivé à la conclusion qu'il fallait une poussée forte du tissu économique pour que ça se concrétise dans un système ferroviaire qui est, dans notre pays, centralisé, qui est lui-même encore plus centralisé que le centralisé. Donc l'idée de proximité en ferroviaire ne va pas de soi. Et donc cette association s'est créée. Je vais donner très rapidement ses fondateurs. Ils ont une caractéristique, c'est d'être très convaincus de l'intérêt du ferroviaire et du fret ferroviaire et d'être branchés sur cette affaire. Alors, il y a en particulier l'association des logisticiens français, TLF. Il y a la CGPME qui est extrêmement intéressée par cette démarche, je dirais tout à l'heure, de PME ferroviaire dans les territoires. Il y a CCI France, donc mon voisin pourra en parler mieux que moi, qui dès la première heure a été intéressé par cette approche. Il y a la Fédération des industries ferroviaires. Il y a les ports maritimes et ports fluviaux, qui cherchent eux aussi à s'articuler beaucoup mieux avec le ferroviaire, et ce n'est pas toujours très simple. Et puis, il y a également l'Union nationale des professionnels des granulats, l'UNPG, qui nous a rejoints, transport lourd, qui s'inquiète énormément d'une éventuelle disparition des capillaires. Et puis, tous les OFP existants nous ont rejoints, il y en a une douzaine. J'en reparlerai ensuite pour comparer à d'autres pays. Et puis, on a un dernier adhérent dont on entendra parler, je crois, tout à l'heure, qui s'appelle Inspira, qui a rejoint un Objectif OFP il y a quelques jours. Et puis, on a un adhérent extrêmement important pour nous, c'est le gestionnaire du réseau ferroviaire, SNCF Réseau, qui est un acteur qui commence à s'intéresser au rapprochement des territoires. L'idée est très simple, hein, c'est que pour faire du ferroviaire en matière de fret, le fret n'a pas la bonne idée qu'ont les voyageurs de venir tout seul reprendre le train dans un endroit où on va remplir un train naturellement. Il faut donc aller chercher dans les territoires. Et donc cette question du premier ou du dernier kilomètre est une question qui, en particulier en France, a été complètement zappée par le ferroviaire traditionnel. C'est perçu comme quelque chose qui coûte cher, qui est compliqué et qui est géré par le centre, donc ça ne marche pas très bien. Et peut-être une comparaison tout de suite avec l'Allemagne, peut-être qu'ils n'ont aucun mérite, l'Allemagne, d'avoir fait ça, c'est leur histoire, mais les Allemands ont une centaine d'opérateurs locaux qui vont chercher du trafic dans les territoires, notamment dans les ports. Et quand on regarde la performance des ports de l'Europe du Nord par rapport aux nôtres en matière ferroviaire, on est ridicule, quoi. Ils sont à 20-30%, nous on est à 4 ou 5% de part de marché dans des endroits où par nature le trafic est très concentré. Alors qu'est-ce que c'est qu'un OFP? Peut-être très rapidement. La meilleure définition que j'ai trouvée, c'est une PME ferroviaire. Alors, ça n'a pas l'air bien extraordinaire comme ça, mais pour ceux qui connaissent l'univers ferroviaire, parler de PME ferroviaire au sein de la SNCF, ce n'est pas forcément extrêmement évident. Qu'est-ce que ça apporte? Ça apporte une présence commerciale. C'est banal ce que je vais dire, ça ne mérite pas le prix Nobel de l'économie, mais par contre à faire, c'est un petit peu plus compliqué. Donc ça demande une présence commerciale, ça apporte une présence commerciale que le ferroviaire national a largement perdue. Ça apporte une adaptabilité
ferroviaire local, c'est-à-dire qu'on peut s'ajuster très très vite, alors que quand on est dans un plan de transport national, on ne sait pas bien faire. C'est aussi un travail logistique, on commence à le voir apparaître. Il y a en particulier une initiative à Niort, qui n'a pourtant pas une réputation ferroviaire extraordinaire. Ils font un boulot assez remarquable de réhabilitation d'une plateforme et de tricotage de flux qui ramène vers le ferroviaire. On pourra éventuellement en reparler. Une chose absolument scandaleuse, la polyvalence des personnels. C'est-à-dire que quand on est conducteur dans une PME ferroviaire, on peut aussi de temps en temps descendre pour accrocher un wagon ou pour faire autre chose le jour où il n'y a pas de train. Et puis aussi sur un sujet qui est en train de monter à l'heure actuelle, dont on n'a pas encore entendu beaucoup parler, mais à mon avis ça va venir, qui a été d'ailleurs à l'origine du grand mouvement de 1995, qui a démarré avec l'annonce de la fermeture de 6000 km de lignes capillaires. Les mêmes bruits commenceraient à réapparaître et ces opérateurs locaux peuvent tout à fait entretenir des lignes capillaires avec des méthodes beaucoup plus simples, beaucoup plus souples. Donc, si je vous suis, on est en retard, on va dire, sur le fret ferroviaire par rapport à nos concurrents européens. Oui. Mais vous croyez-vous à ce potentiel, hein? Alors, moi j'y crois, puisqu'on se compare à d'autres pays. Tous mes petits camarades de l'association y croient beaucoup, et c'est vrai qu'on est, c'est peut-être pas bien de dire ça comme ça, mais une association très, très dynamique où ça bouge beaucoup, on fait pas mal de remue-ménage. Et si on compare, alors c'est vrai que la situation est très inquiétante en France. Je crois que le grand public ne le sait pas, mais si on prend comme référence l'année 2004, le fret ferroviaire en France a chuté de près de plus de moitié, malgré l'arrivée de nouveaux opérateurs. Il a chuté de 40%, de près de moitié, pas plus, 40%, pendant qu'en Allemagne, il a augmenté de 45%. C'est-à-dire que très longtemps, on a fait jeu égal avec l'Allemagne en matière de fret ferroviaire. On était, dans les années 2004, dans les deux pays, à 16% de part de marché. Eux sont aujourd'hui, ils ont maintenu, mais un petit peu monté, ils sont à 17. Nous, on a chuté à 10. Donc, on a un recul structurel du fret ferroviaire. Et ce que je voudrais, moi, j'étais sensible à propos du TGV, que j'ai vu naître à la SNCF avec tout le bouleversement que ça a été, et pas toujours que positif, parce que ça a souvent amené à se désintéresser de tout ce qui n'était pas le TGV, mais je partage complètement votre point de vue, c'est que la question du transport va être une des grandes questions de l'humanité dans les décennies à venir, et qu'il faut complètement raisonner en termes de complémentarité, même s'il y a des zones de concurrence, l'avenir est en complémentarité. Et dans le cas du ferroviaire, me semble-t-il, il faut arriver à la fois à se dégager des tensions de court terme qui sont souvent très fortes vu la chute du trafic, et donc reconquérir une vision dans le temps long. Ça me paraît très important dans le transport d'avoir une vision dans le temps long, de se sortir par un bout de l'hexagone pour penser à l'échelle intercontinentale. Peu de monde le savent, mais les Chinois ont pris l'initiative d'un train eurasien, enfin transcontinental à très longue distance, parce que, évidemment, pour des marchandises, la question du temps est beaucoup moins gênante que pour les voyageurs. Et donc, l'espace du ferroviaire, compte tenu de ses rendements énergétiques et écologiques, est en train assez naturellement de s'étendre, mais ça suppose de sortir d'une vision hexagonale. Et ça, c'est une révolution culturelle. Regardez les cartes sur lesquelles travaillent les cheminots. Quand on passe les frontières, on n'a plus beaucoup d'indications sur les caractéristiques des lignes à l'extérieur. Or, il faut qu'on pense Europe, connexion au port, monde, si on veut que le ferroviaire reprenne toute sa place avec tout ce que ça implique de mutation dans le système tel qu'il est, et qui va parfois peut-être, je sais, j'en ai fait partie, un peu tendance à croire qu'il est le nombril du monde ferroviaire, ce qui n'est pas tout à fait vrai. Et si je vous suis, il y a également donc, ce réseau capillaire qui, selon vous, est indispensable pour développer le fret. On a plutôt l'impression aujourd'hui que la SNCF rationalise un peu ses voies et supprime petit à petit tous ces maillages du territoire. Alors, j'ai tendance à dire, et c'est très intéressant d'ailleurs, je suis un observateur assez
Ça doit être le doyen ici, donc je suis un observateur assez averti du ferroviaire pour y avoir trempé de longues années. Je sens bien qu'à l'intérieur du système ferroviaire, il y a un débat non dit sur ces questions. C'est-à-dire il y a toujours l'idée, en coupant ce qui ne sera pas rentable, ce qui va rester sera rentable. L'ennui, c'est que c'est un réseau. C'est-à-dire que moins il y a de monde sur le réseau, plus ça coûte cher pour ceux qui l'utilisent. Donc quelque part, même si c'est sans doute beaucoup plus compliqué, quand on commence à dégarnir l'utilisation d'un réseau, et les capillaires amènent quand même 20% du trafic qui reste, ce qui est loin d'être négligeable, on court le risque de voir les prix monter et la mécanique s'emballe. Donc moi j'ai une théorie, c'est qu'un réseau, ça se nourrit. Alors évidemment, il ne suffit pas de mettre des trains n'importe comment, mais si on tombe dans la décroissance, on ne sait plus très bien où ça va et comment on maîtrise l'équilibre. Voilà, donc j'ai perdu le fil de votre question. Non, mais c'était la stratégie, effectivement, voilà. De la SNCF qui... Oui, alors il y a un débat là-dessus. Et moi, alors, on tombe maintenant tout de suite dans ce qui est le thème de cette journée. Je pense que la gestion des capillaires par le centre, avec un modèle unique de gestion et de traitement de ces lignes, ça a vécu. Je pense que les ferroviaires, les capillaires ont vocation à être traités en local, dans des dispositifs de type proximité, avec des modes d'entretien qui sont différents. Alors on a quand même... Ça bouge un petit peu. On a un décret petite ligne qui vient de sortir. Et je dois dire qu'Objectif OFP y a beaucoup participé. On a créé un espèce de réseau de compétences de gens qui ont envie de faire bouger la culture ferroviaire. Alors la compétence est une chose, mais ils ont une autre denrée qui est peut-être un peu plus rare, en tout cas qui a du mal à s'exprimer en France. Ils sont convaincus. Donc des gens qui sont convaincus et qui ont envie. Et ça, je pense que c'est probablement un des enjeux des territoires, on va sans doute peut-être y revenir, mais leur capacité à s'emparer de ce réseau dont on répète à l'envi que c'est un bien de la nation, mais la nation, ça n'est pas que l'État. Je pense qu'il faut aller dans une situation vers quelque chose où les territoires, les professionnels de la logistique, que ce soit de Rhône-Alpes, que ce soit d'autres régions, s'emparent de ce potentiel ferroviaire pour en faire mieux. Et je pense que les lignes capillaires, ça doit être très étonnant de dire ça dans une entreprise qui a été galvanisée par le TGV, et moi aussi, de dire que les capillaires sont probablement un des grands champs d'innovation du ferroviaire. Avec les technologies actuelles, on est dans des systèmes où on a encore des règlements qui datent souvent d'un demi-siècle ou d'un siècle, qui sont un peu obsolètes et où il y a un luxe de précaution qui est, à mon avis, un peu... Vous savez, on a une régulation phénoménale sur les lignes capillaires fret. Il suffit de ralentir, et 30 km/h, ça peut rendre de très grands services pour des marchandises qui vont ensuite passer un certain nombre d'heures dans des parcours plus lointains. Donc il y a une énorme réserve d'innovation. Et également, peut-être aussi, c'est pas spécial au capillaire, plus général, mais le ferroviaire, qui est un mode très, très organisé, et c'est peut-être ça qui a généré une culture un peu rigide, qui est un mode très centralisé. On peut se dire aussi que c'est vraiment un mode qui est fait pour les technologies numériques. On se dit, modéliser un réseau ferroviaire, ça ne va pas être très compliqué. Et autant il y a beaucoup de choses en matière de relations avec les voyageurs. Tout le monde avec son smartphone peut savoir si son train est à l'heure ou éventuellement en retard, ça peut arriver. J'ai l'impression que éventuellement est discuté dans la salle. C'était de l'humour. Hein, voilà. Donc je pense qu'en matière de production, on imagine bien savoir où est un train à tout instant, sa vitesse exact, savoir où il est par rapport au suivant et par rapport au précédent, ça donne des possibilités de régulation considérables, de fiabilité. Et il y a des réserves, il y a des grosses réserves, à mon avis, de productivité, d'innovation, de service. Je ne sais pas si on parlera des voyageurs. Bon, je ne suis pas mandaté en tant qu'Objectif OFP pour parler des voyageurs, mais j'ai quand même quelques séquelles en ayant travailler sur le TER. Moi, je pense qu'il y a un retard dans le numérique qui est un véritable sujet ferroviaire et qui peut sans doute mettre plus en avant les atouts intrinsèques du ferroviaire. C'est assez simple. Hein. Il y a un bilan énergétique
c'est très souvent répété, la roue métallique qui roule sur le rail, c'est vrai que la résistance est très faible, donc on consomme pas on consomme des quantités d'énergie. Une fois qu'un train est lancé, il ne consomme plus grand-chose. Vous roulez au diesel quand même. Oui, il roule au diesel, mais on pourra en reparler, parce que ça me préoccupe. Ouais. Voilà. Et par ailleurs, il y a un bilan écologique qui va avec, qui est extrêmement... Mais il faut sortir d'un modèle qui a eu ses heures de gloire. Je pense qu'il n'est pas question... On critique peut-être un peu trop la SNCF, mais il faut sortir de cette case. Il faut aérer la maison, il faut... Et je pense qu'on parle beaucoup de la concurrence, qui, à mon avis, le plus intéressant dans la concurrence, évidemment, il y a toute la pression économique que ça provoque, mais il y a aussi le fait que c'est quelque part, et je suis à l'aise pour le dire, parce que j'en ai été un acteur, qui sortent de la pensée unique ferroviaire. On a besoin dans ce secteur de penser autrement. Bon, c'est pas facile de faire changer un cheminot d'avis, hein. C'est pas facile. Hein. J'en connais pas personnellement, mais j'avais un peu la même sensation que vous. On parlait tout à l'heure avec Gérard des avions du futur. Pour les trains, et à quoi on peut s'attendre ? Les trains du futur. Oui, justement, qu'est-ce qui nous attend dans le... Il y a l'actuel et il y a le futur. L'actuel, il y a des choses dont on peut parler, qui sont réelles. Le ferroutage, par exemple. Hein. On met les camions sur les trains, je trouve que c'est quand même une bonne idée, et c'est immédiat. Les incivilités, ça coûte 1 milliard d'euros par an. Les gens qui ne payent pas leurs billets, c'est quelque chose qu'on peut résoudre aussi, parce qu'il faut quand même savoir que la SNCF est largement déficitaire et que les gens ne payent pas le vrai prix du ticket. Alors peut-être pour le TGV, mais en tous les cas pour le reste. Sur le train du futur, je vais essayer de vous faire rêver un petit peu. J'étais en Chine. J'ai fait une école d'ingénieur avant et qui est mariée avec une école des transports à Shanghai. Et ils m'ont montré des choses étonnantes. Ils m'ont dit, vous avez un TGV, on a été voir ce que vous faites, et puis vous bataillez régionalement pour savoir où il va passer, où il va y avoir des gares, pas trop de gares parce que ça ne serait plus un TGV, et puis chaque région se bataille pour entre Nancy et Metz, etc. Du coup, vous mettez vos gares au milieu de nulle part, et nous, ça ne nous satisfait pas. Alors, j'ai dit, mais vous faites comment pour votre Pékin-Shanghai en TGV? Alors, il dit, nous, on fait un train qui ne s'arrête jamais. J'ai dit, mais alors, ceux qui veulent descendre en cours de route, ils font comment? Et ils prennent un parachute? Il dit, non, on a inventé quelque chose qui est assez étonnant que j'ai vu. Sur le toit du TGV, il y a un rail, il y a une navette, un petit wagon, si vous voulez, une voiture profilée. Et quand il passe devant une gare, il se détache, les gens montent, il y a un petit escalier rétractable. Il largue la navette, il en reprend une avec des passagers qui attendent à la gare. Ils peuvent mettre autant de gares qu'ils veulent sans ralentir le train. J'ai trouvé ça assez étonnant, très innovant. Et les Chinois, on a beau dire, ouais, ils ne savent pas faire, etc. Mais ça va vite. Moi, je suis parti sur un projet papier. Après, j'ai été les revoir pour un projet numérique. Ils en sont aujourd'hui à la construction d'une échelle 1. J'ai vu également quelque chose qui est étonnant, c'est les correspondances sans s'arrêter. 2 trains qui se rejoignent côte à côte, les portes s'ouvrent, vous changez de train tout en roulant et vous allez dans Ce sont des innovations qui sont quand même assez intéressantes et je vous rejoins complètement. Il y a de l'innovation dans le ferroviaire. Et puis j'ai trouvé un autre truc, mais là c'est plus la Chine, c'est l'EPFL, l'École Polytechnique de Lausanne, qui ont aidé Bertrand Piccard à faire son dirigeable. Eux, ils ont inventé un concept qui s'appelle le clipper, c'est-à-dire c'est un espèce de fuselage d'avion qui est posé sur un train. Donc vous embarquez à bord à la gare du Nord, par exemple, il va à Roissy, il se pose directement, il passe sous un avion porteur, un autre wagon, qui est fuselage en même temps, arrive de Strasbourg et de Bruxelles, ils partent avec 3 fuselages, si bien qu'on fait ce qu'on appelle du door-to-door, en passant par l'aérien. Et j'ai trouvé ça assez astucieux à tel point, c'est que là aussi, il va y avoir des développements, et puis on connaît l'Hyperloop, l'Hyperloop de monsieur de Tesla, pardon, j'ai une petite, le patron de Tesla, Elon Musk, qui lui, c'est un tube supersonique. Il va à 1000 km/h, donc il va faire San Francisco-Los Angeles en 1 heure. Et là, c'est pas du vent, c'est un monsieur qui quand même est maintenant leader privé des fusées spatiales, qui est leader aussi dans les voitures électriques, la Tesla. Il réalise cette chose et c'est quelque chose, c'est une technologie qu'on connaissait déjà en France il y a très longtemps,
par monsieur Bertin, ça s'appelait l'Aérotrain, qui a été tué par la SNCF, merci, j'y travaillais à l'époque, où il y a encore une ligne qui existe vers Orléans par là. Orléans. On avait franchi les 550 km/h 40 ans avant le TGV. Et l'avantage de ça, c'est que ça ne coupait pas les territoires. Or, c'est un vrai drame pour la biodiversité. C'était sur pilotis et ça pouvait laisser passer les territoires. Alors, M. Elon Musk a repris le brevet Bertin et il fait la même chose avec une sustentation sur coussin d'air et une propulsion électromagnétique. Alors, il y a Maglev aussi, dont je n'ai pas parlé, en Chine. Si vous allez à Shanghai, vous prenez la navette qui va de l'aéroport en centre-ville en 7 minutes. Toutes les 3 minutes, il file à 400 km/h. C'est les nouvelles technologies qui sont en route. Donc, le ferroviaire a de l'avenir. Paris-Marseille en une grosse trentaine de minutes. J'ai fait le calcul rapidement. Exactement. Fabio Ferrari. Peut-être un dernier exemple dans les nouveaux trains. Il y a le train d'Alstom qui est à pile hydrogène, donc qui remplace les locaux diesel et qui permet de faire des TER 100% propres. En Allemagne, c'est en ce moment. En Allemagne pour l'instant. On reparlera des voyageurs. On reparlera des voyageurs. Tout à l'heure, pour mesurer l'impact économique, en tout cas que peut générer le transport ferroviaire, on va partir à quelques kilomètres de Valence, où l'on a construit en 2001 une gare TGV au milieu de nulle part, comme l'évoquait tout à l'heure Gérard. Et le business a poussé tout autour. C'est une dynamique que l'on pourrait comparer à la conquête de l'Ouest américain à la fin du 19e siècle. C'est Laurent Monnet, le président du syndicat mixte Rovaltin, qui nous en parle. Dans la perspective historique, elle s'est installée il y a une vingtaine d'années à la demande de la SNCF et dans le cadre du développement de la LGV Lyon-Marseille. Cette gare était dimensionnée initialement pour un trafic de l'ordre de 1,5 million de passagers et en 2015, les 2,7 millions étaient déjà atteints, donc on voit bien qu'il y a un très fort succès de cette gare. Et le terme de gare qui est commun est quand même très justifié sur Valence TGV dans la mesure où il ne s'agit pas simplement d'une simple halte. 30 destinations sont accessibles depuis Valence TGV, 50 arrêts TGV par jour, mais aussi il s'agit d'une véritable connexion avec tout le sillon alpin, puisque des dessertes sur Grenoble, Genève sont effectivement à disposition à travers tout un dispositif TER qui est interconnecté au TGV. Rovaltin, à l'origine, c'est une gare en plein champ, 20 km quasiment des deux villes qui l'entourent, Romans et Valence. La dimension actuelle de Rovaltin, c'est une zone d'activité économique avec plus de 125 entreprises installées, plus de 2000 salariés qui y travaillent aujourd'hui, en 2017. Plus de 20%, 22% exactement, des emplois qui sont aujourd'hui ceux de Rovaltin ont été générés sur le site lui-même. Si vous interrogez les chefs d'entreprise, ils vont vous dire, et ils nous disent régulièrement, que la gare TGV est le premier facteur d'attractivité de la zone d'activité. Elle permet, pour des entreprises qui souhaitent s'implanter proche d'une métropole, d'avoir des accès de communication, j'allais dire presque plus simples que quand vous êtes au centre de Lyon pour aller récupérer le TGV à Saint-Exupéry. Voilà, vous avez vos bureaux directement sur le futur parvis de la gare de Valence TGV et donc un accès à Paris bien sûr, mais Lille, Barcelone, Marseille aussi facilement et tout ceci de l'ordre de 2 heures à 3 heures maximum pour les destinations les plus lointaines. En France, ce qu'on appelle le report modal, c'est-à-dire la manière de se rendre sur son lieu de travail hors le moyen de transport voiture individuelle, est en France de l'ordre de 10%. Sur Rovaltin, le report modal est à 22%. Et voilà, nous avons objectivé pour dans quelques années un report modal qui approcherait les 50%. C'est-à-dire toute l'attention que nous portons aussi à cette dimension. Nous sommes bordés par le Vercors, par les monts d'Ardèche, le Rhône, et donc toute cette dimension entre naturelle et environnementale reste très présente à Rovaltin. Rovaltin a déjà engagé un certain nombre de démarches. Par exemple, on peut citer l'installation de bornes de recharge électrique, demain à hydrogène sur le parc, donc la capacité à certains types de véhicules à énergie alternative de venir se réapprovisionner, en tout cas se ressourcer sur le parc. Mais c'est également une politique du déplacement à vélo très importante. Le lieu de travail est aussi un lieu de vie aujourd'hui et on fait en sorte que
tous les aménagements et les investissements réalisés sur place concourent à cet objectif. Voilà pour cet exemple assez parlant. Oui, vous voulez... Je vais faire un petit complément parce que je ne sais pas si on va parler des voyageurs, mais autant le placer tout de suite. Je crois qu'on a beaucoup parlé du tout TGV et c'est pas faux. Mais là, c'est l'exemple contraire du tout TGV parce que cette gare n'est pas une gare TGV, c'est une vraie gare au sens que le TGV s'articule avec d'autres services. Et on est dans ce qui, à mon avis, est nécessaire en matière de voyageurs pour que le TGV ne continue pas à s'isoler, d'arriver à reconstituer un système où il y a aussi des TER, des intercités qui sont des trains qui ont énormément vieilli. Moi, pour avoir été dans l'équipe qui a inventé Corail, ça fait quand même 40 ans. Donc, il ne s'est pas passé grand-chose depuis sur les trains non TGV. Donc, je pense que c'est véritablement le maillage du territoire qu'il faut avoir à l'esprit. Et ça va se jouer énormément dans la région. Bien entendu, il faut des cars. Et par rapport au car Macron, qui, moi, j'ai rien contre, mais je trouve qu'il faudrait donner la responsabilité aux régions de la mise en service de ces lignes, de manière à ce qu'on n'ait pas un système complètement disparate, que la région ou les départements aient la main, enfin sur des territoires plus réduits, aient la main sur la conception de ces services, plus ce qui a été dit, sans que ce soit peut-être aussi futuriste que les Chinois, mais réhabiliter les correspondances. Figurez-vous que les Allemands, ils font des correspondances quai à quai. C'est-à-dire qu'on se débrouille pour que quand on change de train, ça se fasse sur le même quai. Je ne sais pas si vous êtes déjà allé à Bordeaux-Saint-Jean ou ailleurs, ou à Lyon. Parfois, il faut même changer de gare. Oui, enfin, quand il faut changer de gare, c'est encore autre chose. Mais je pense que l'avenir des voyageurs, c'est effectivement de revenir à un maillage très complémentaire dans lequel on aurait, en termes ferroviaires, 3 niveaux, le TGV, l'Intercité, le TER, plus ensuite l'intermodalité, c'est-à-dire les autocars, l'urbain. Enfin, alors c'est un travail de fourmi colossal à faire, mais ça changerait tout. En tout cas, on voit avec cet exemple de Valence qu'il y a une corrélation entre le développement des infrastructures et puis l'impact économique sur un territoire.